Maintenant, nous allons accueillir Émeric Védier du CEREMA, donc qui est responsable d'études de risques naturels terrestres, et qui va nous présenter un panel de moyens, d'outils, à la fois techniques, de ressources pour aider les collectivités à prévenir le risque mouvement de terrain, essayer de réduire la vulnérabilité, voire aller jusqu'à malheureusement la gestion de crise quand la catastrophe est arrivée. Oui, merci beaucoup de me donner la parole. Donc, effectivement, Aymeric Bédy, il a du CERAMA Sud-Ouest à Bordeaux. Donc, je suis géologue. Et effectivement, je voulais prendre un petit peu de temps pour vous parler aujourd'hui principalement du rôle et des responsabilités des collectivités, des actions possibles pour mettre en œuvre une politique de prévention des risques qui soit relativement pertinente et efficace. Donc, il y aura quelques généralités, peut-être quelques redondances avec ce qui a été dit auparavant, mais c'est peut-être pas très grave. Donc, simplement rappeler que les objectifs principaux, l'objectif principal, pardon, de la politique de prévention des risques, c'est évidemment de limiter le nombre de personnes qui sont exposées aux problématiques des mouvements de terrain, comme on peut le voir sur les photos de droite, qui sont hors du département de la Gironde. On est aux États-Unis en haut, et puis dans les Pyrénées-Atlantiques sur la photo du bas. Mais vraiment, l'idée, c'est d'essayer de maîtriser au mieux les conséquences des risques géologiques et évidemment de tendre vers une réduction du coût des dégâts, qu'ils soient humains ou financiers. D'un point de vue très contextuel, juste rappeler que la politique de prévention, elle s'appuie aussi sur une politique de protection civile qui est menée notamment par le ministère de l'Intérieur, et une politique d'indemnisation, et qui intervient après par le ministère de l'économie. Et que cette politique de prévention, il va falloir garder ça un petit peu en tête. La politique de prévention, elle se décline en plusieurs axes, plusieurs piliers. Vous avez peut-être déjà vu ça dans les autres modules, hein. Ces piliers, ils sont valables pour l'ensemble des phénomènes de risques naturels, mais ils s'appliquent évidemment au risque au mouvement de terrain. Et il est important de les avoir en tête, ces 7 piliers, parce qu'il est vraiment nécessaire d'agir pour être efficace, hein, d'agir sur l'ensemble de ces axes pour pouvoir proposer, encore une fois, une politique assez efficace. Et donc, on va décliner aujourd'hui, dans les minutes qui suivent, les différentes actions que les collectivités peuvent mettre en œuvre sur chacun de ces axes. On ne voit pas trop à l'écran, et on a un premier axe qui concerne la connaissance des phénomènes et l'aléa. Donc évidemment, c'est un préalable indispensable pour pouvoir mettre en place une politique pertinente. Il faut évidemment savoir ce qui se passe sur le territoire, quels sont les phénomènes auxquels on est confronté. Et puis, une fois qu'on connaît ces phénomènes, on peut mettre en place l'axe 2 qui concerne la surveillance. Ça a été évoqué juste avant, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des actions de surveillance, de prévision et d'alerte qui sont possibles. Troisième axe qui concerne l'information préventive, donc pour mettre un peu au cœur de l'action le citoyen, qui doit être informé et sensibilisé. Ça, c'est un rôle aussi de la collectivité. L'axe 4 qui concerne la prise en compte des risques dans l'aménagement du territoire et l'intégration de l'information dans les documents d'urbanisme aussi. Et puis l'axe 5 qui concerne, une fois qu'on a vraiment une bonne connaissance et qu'on a compris comment on pouvait essayer de gérer le territoire, de réduire la vulnérabilité par des actions de mitigation ou de protection. Évidemment, moi, je parle assez généralement de toute la problématique des mouvements de terrain, donc on ne va pas pouvoir rentrer dans le détail pour comprendre un peu les différentes façons dont on peut protéger le territoire par rapport aux cavités, aux glissements de terrain, aux chutes de blocs. Chaque cas est différent, mais en tout cas, la réflexion est la même, quel que soit le type de phénomène auquel on est confronté. Et puis, on a les axes 6 et 7 qui concernent la préparation, la gestion de crise, et puis l'axe 7 qui concerne l'après-crise, hein, une fois que l'événement est survenu, la mise en place de retours d'expérience pour essayer d'améliorer la connaissance du phénomène, essayer de comprendre vraiment ce qui s'est passé, et puis de voir comment on a géré l'événement. Alors, pour mener à bien ces différentes actions, il y a un certain nombre d'acteurs, hein. Les collectivités ne sont évidemment pas toutes seules. Quelques acteurs qui sont identifiés ici. J'ai parlé tout à l'heure des ministères, notamment de la transition écologique, hein, qui va définir la politique de prévention. Le ministère de l'Intérieur qui gère la partie gestion de crise, retour d'expérience. Le ministère de l'Économie pour la partie assurantielle. Et puis, au niveau un peu plus local, on a notamment les préfectures qui ont un rôle important dans le sens où elles vont présider le comité départemental des risques naturels majeurs, réaliser le document départemental des risques, et puis élaborer les PPR, hein, avec les DDT, un DDTM
de Gironde en prescrivant et approuvant les PPR. Et puis on a le citoyen que j'ai évoqué tout à l'heure aussi, hein, qui doit pouvoir s'informer et donc être informé pour pouvoir gérer au mieux, les événements qui interviennent sur sa parcelle et lui, son rôle, c'est aussi une fois qu'il est informé, d'être sensibilisé, de pouvoir, signaler les événements qui interviennent sur son territoire et informer notamment la commune qui elle doit gérer, lorsque l'événement intervient, organiser les secours et puis, prendre en compte l'information globale dont elle dispose sur sa commune pour la faire rentrer dans ses documents, le DICRIM, le plan communal de sauvegarde qu'on évoquera tout à l'heure, qui permet d'anticiper et de gérer au mieux les éventuels événements qui peuvent survenir sur le territoire, et puis intégrer aussi l'information dans les PLU. Donc là n'apparaissent pas les acteurs qu'on a évoqués tout à l'heure, hein, les différents opérateurs de l'État, le bureau des carrières, le PRCF et les bureaux d'études qui vont réaliser des études et reconnaissances sur le territoire, hein, qui vont proposer leur assistance, leurs conseils pour des études générales ou des travaux de sécurisation ou de prévention. Juste quelques petites informations pour rappeler que le maire a 2 obligations, hein, dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale. Une obligation générale de prévention et une obligation de sauvegarde en cas de danger grave ou imminent. Il a donc une responsabilité administrative pour pouvoir prévenir et gérer, informer son autorité supérieure quand c'est nécessaire et prendre en compte l'information, la connaissance qu'il a sur son territoire, encore une fois, pour l'intégrer dans les différents documents d'urbanisme. Il a aussi une responsabilité pénale, hein, qui est potentiellement engagée. Néanmoins, cette responsabilité pénale, elle est engagée que s'il y a manifestement un manquement assez manifeste et assez délibéré. Dans ce cas-là, c'est bien la responsabilité personnelle du maire qui est mise en jeu et non celle de la commune. Alors, on va décliner assez rapidement les différents axes, hein, de la prévention des risques, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en prenant le temps quand même de s'attarder un petit peu, ouais, sur l'axe 1, sur la connaissance, parce que sans connaissance, on ne peut pas aller très loin. Donc, c'est vraiment un axe important sur lequel il faut s'attarder. L'idée, c'est vraiment de mener un diagnostic assez efficace, assez pertinent du territoire communal ou pluricommunal, en commençant par la réalisation d'un inventaire des événements historiques qui sont survenus sur le territoire. Donc pour ça, on peut s'appuyer sur un certain nombre de bases de données qui sont disponibles, hein. Ça a été évoqué pour le cas des carrières avec le bureau des carrières ou les consultations des différents sites, notamment le site georisque.fr qui rassemble un certain nombre d'informations sur les mouvements de terrain, la présence de cavités, qu'elles soient anthropiques ou naturelles, et puis les informations qu'on va trouver dans les DDRM ou les DICRIM quand ils existent. Et puis cette information, si on arrive à la capitaliser, l'idée c'est de la synthétiser le mieux possible pour en faire une cartographie informative qui peut être consultable et qui va répertorier sur un territoire spatialement l'ensemble des événements qui sont survenus, et ça permet d'identifier des secteurs qui sont peut-être plus sensibles les uns que les autres, et également de voir quelle est la typologie des mouvements de terrain qui affectent la commune, et notamment certains secteurs sensibles. Cette carte informative, quand on a suffisamment de connaissances, on peut essayer de la transformer évidemment en cartographie un peu plus spatialisée de l'aléa, ou bénéficier du portail à connaissances fourni par les services de l'État. Lorsqu'on n'a pas beaucoup d'informations, on peut bénéficier et mettre en place des études ou lancer des reconnaissances du sol, du sous-sol, par le biais de méthodes géophysiques, géotechniques ou géologiques. L'idée étant vraiment d'identifier précisément les processus qui sont, alors les phénomènes, la typologie des mouvements de terrain, mais encore plus précisément, les processus qui sont actifs sur le territoire pour pouvoir proposer une gestion qui soit la plus adaptée et qui réponde à la problématique. Alors pour mener à bien cette reconnaissance, je vous ai simplement cité ici quelques sources de données, hein, sur le site de l'Observatoire régional, la plateforme d'échange Pigma, le groupement d'intérêt public ATGRI, le site Infoterre du BRGM, une plateforme régionale qui est dédiée au risque cavité, hein, sur la plateforme Expertise Territoire. Toutes ces sources de données, vous retrouverez les liens, hein, si on vous transmet les supports.
Toutes les parties qui sont en bleu clair sont des hyperliens qui vous renverront vers ces bases de données-là qui sont à consulter. Donc à partir de ces données, hein, ça a été évoqué tout à l'heure, soit on est dans une phase de prévention et on utilise ces différentes informations pour faire des inventaires des événements historiques et s'il y a nécessité de qualifier et de cartographier l'aléa, soit on mène des études un peu plus spécifiques à l'échelle de l'ouvrage ou de la parcelle, donc des prestations d'ingénierie. Et dans ces cas-là, on passe à des études géotechniques qui font référence à la norme NFP 94500, qui propose une chronologie d'études qui sont possibles à mener sur une parcelle en partant de l'étude géotechnique préalable jusqu'à l'étude géotechnique de conception, de réalisation, d'exécution de travaux de sécurisation avec une phase de diagnostic géotechnique G5. Donc ça, ce sont des informations que vous retrouverez dans le tableau qui est en petit, hein, mais il y a aussi un lien en haut à droite là, sur le petit loupe que je vous ai mis, où vous pourrez retourner sur la description du contenu des études géotechniques qui sont à mener en fonction des besoins. Tout ça permet d'avoir une connaissance un peu plus approfondie du territoire. Et puis là, j'ai juste tenu à donner 2 exemples sur cette diapositive et puis la suivante, pour montrer que la connaissance du territoire, elle est importante et qu'il faut aller un petit peu plus loin que la seule cartographie parfois de l'aléa, parce que en prenant l'exemple des cavités naturelles karstiques, par exemple, ça a été évoqué tout à l'heure, hein, on a différentes configurations du sous-sol karstique sur le territoire. Et ces différentes configurations, elles peuvent entraîner différents processus souterrains. On voit sur la partie gauche, je ne sais pas si vous voyez trop la souris, sur la partie gauche, effectivement ici, des processus d'effondrement du toit des cavités. Donc ça a été évoqué tout à l'heure. Là, on est dans le cas d'une cavité naturelle, mais c'est une cavité qui est présente dans le calcaire, avec un toit qui est relativement fracturé. On va avoir une fatigue mécanique du toit qui va s'effondrer et qui va engendrer en surface, en fonction du foisonnement et de ce qui a été expliqué tout à l'heure, un affaissement ou un effondrement. Mais on a aussi des cas, des processus plutôt qui vont affecter la partie superficielle des sols, donc on va appeler la partie couverture, c'est la partie marron des petits dessins, où on voit que lors de pluies importantes, d'infiltration d'eau, l'eau va s'infiltrer, va rejoindre un réseau souterrain et va, lors de sa descente vers le réseau souterrain, emmener avec elle un certain nombre de matériaux, soit des matériaux fins, soit des matériaux plus ou moins importants, et va pouvoir générer en surface ou dans la partie de la couverture des cavités dites aveugles, qu'on voit sur les petites parties blanches. Et puis, avec le temps, cavité aveugle, elle peut grandir, remonter vers la surface et générer, en fonction de la nature de cette couverture et de son épaisseur, de pas mal de critères, des affaissements ou des effondrements relativement importants, comme on le voit un peu en bas à droite. Et donc, c'est quand même important de se rendre compte que sur un territoire, il ne suffit pas forcément de se dire, bon, ici, on a un caractère karstique important. Il faut quand même essayer de comprendre quelle est la configuration, quelle est la profondeur du calcaire. Est-ce qu'on est plutôt sur des effondrements de cavités ou est-ce qu'on est plutôt sur des processus de soutirage, comme on le voit à droite, où on se rend compte que finalement, on peut obtenir des effondrements, des fontis de 2, 3, 4, 5 mètres de diamètre et 4-5 mètres de profondeur, sans forcément qu'on ait de réelles cavités en profondeur, mais simplement des réseaux interconnectés de boyaux, fissures, cheminées, etc. Et donc, du coup, la gestion, évidemment, le processus n'est pas le même. Les critères qui déclenchent les mouvements de terrain ne sont pas les mêmes. Et donc, les gestions, notamment des eaux, des fondations, etc., vont être différentes. Donc, il est vraiment important d'avoir une connaissance la plus précise possible pour éviter de passer à côté d'une compréhension particulière et de vraiment proposer quelque chose d'adapté. C'est le cas aussi des risques rocheux. Je vous ai montré ici un petit logigramme, hein, qui est issu d'un guide qui est sorti en 2003. Je n'ai pas dit tout à l'heure sur la diapositive d'avant, ce sont des réflexions qui sont issues d'un guide aussi sur l'aléa karstique qui est disponible, hein. Vous avez un petit lien à gauche, un guide Cerama BRGM qui vous explique les différents comportements des sous-sols karstiques. Et donc sur la partie rocheuse, bon, après, on voit que pour définir aussi une cartographie et qualifier un aléa de référence, il faut avoir différentes informations en tête. Il faut pouvoir bien définir l'intensité des phénomènes. L'intensité, c'est le volume des éléments qui vont partir. Est-ce qu'on est confronté à des petites chutes de pierre ou est-ce que c'est des effondrements en masse de décompression de massifs?
Donc ça, c'est une information qui doit être obtenue par un diagnostic de falaise. Et puis, on doit confronter à ce volume-là une probabilité de départ. Est-ce que cette masse, ce volume important sur la falaise, il peut partir ou pas? Quelle est sa probabilité de départ? Quelle est ensuite sa probabilité de propagation? Ça va dépendre de son volume, de la hauteur à laquelle il tombe, de la pente du terrain. Et ça va nous donner la probabilité que la masse qui s'effondre puisse atteindre l'enjeu situé un peu plus bas. Donc tout ça, c'est simplement pour illustrer le fait que les démarches méthodologiques existent et vous permettent d'avoir une connaissance vraiment précise des phénomènes en jeu, et qu'il ne faut pas négliger ces phases-là pour pouvoir avoir une gestion vraiment adaptée par la suite. Une fois qu'on a cette connaissance des phénomènes, on peut mettre en place le pilier numéro 2 qui concerne la surveillance, la prévision, l'alerte. Et donc là, il faut aussi bien définir dans quelle situation c'est pertinent de mettre en place un suivi. Ce n'est pas forcément valable dans tous les cas. Parfois, si le phénomène est bien avancé, on passe directement en des phases de sécurisation, de traitement, de gestion. Mais dans certains cas, lorsqu'on n'a pas forcément une bonne connaissance du phénomène ou qu'on ne connaît pas très bien sa dynamique, on peut mettre en place des protocoles de suivi, de surveillance, hein, c'est ce qui a été montré tout à l'heure pour les carrières. Et donc, il faut bien se poser les bonnes questions pour savoir quel est le phénomène qu'on surveille et du coup, quel est le protocole à mettre en œuvre qui doit vraiment être adapté aux conditions du site, hein. Quand on est en carrière, on ne peut pas forcément descendre le matériel qu'on veut. Il y a des contraintes. Il faut définir la durée de suivi, quel est le dispositif, quelle est la fréquence des mesures, quels sont les seuils d'alerte, à partir de quand on considère que le mouvement est inquiétant, et puis estimer les coûts, l'avantage de cette surveillance, quel est le coût par rapport à son bénéfice. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux parfois sécuriser directement ou passer par cette phase de surveillance? Donc beaucoup de questions à se poser, et c'est important de se les poser avant de partir bien en tête sur de la surveillance. Il faut savoir que cette surveillance, elle dépend de l'ouvrage. Elle peut être faite à l'échelle de l'ouvrage ou elle peut être à l'échelle communale, hein, quand il y a notamment des PPR qui existent. La surveillance, elle est souvent imposée dans le règlement du PPR en demandant des parcours de surveillance ou des suivis qui sont annuels ou tous les 2 ans ou 5 ans. Le troisième, oui, non, j'avais encore une diapositive, c'était simplement pour vous dire qu'il existait là aussi des petits guides, hein, qui permettent de nous guider, c'est le cas de le dire, effectivement, sur le type de surveillance et sur l'instrumentation qui peut être visuelle, simple, à partir de photos ou de marquages à la bombe, comme ça a été montré tout à l'heure, ou instrumenté. Donc il y a tout un panel de solutions qui existent, qu'il faut adapter. Le 3e axe que je voulais effectivement évoquer, c'était l'obligation d'information. Donc ça, c'est une obligation réglementaire, hein, du maire ou de la collectivité qui doit mettre en place une information, une sensibilisation du citoyen qui reste le premier acteur de sa sécurité, hein. C'est quand même lui qui est la plupart du temps confronté au phénomène, donc il faut qu'il soit préparé à ce que les événements puissent arriver. Et donc il y a des actions d'information et de sensibilisation qui sont à mettre en œuvre. Ça passe par le DICRIM notamment, par l'information communale, périodique, qui doit être mise en place quand il y a des PPR. Et puis il y a tout un panel, je vous ai mis un petit lien vers la culture du risque qui peut être mise en œuvre, toutes les actions qui peuvent être menées du scolaire jusqu'aux citoyens. Là, je ne vais peut-être pas rentrer trop dans le détail, vous retrouverez ça peut-être à tête reposée. Ça récapitule un petit peu les différentes actions qui sont à mettre en œuvre par la commune dans le cadre de l'obligation d'information. Le 4e axe, il a été déjà évoqué, je vais faire ça assez rapidement aussi, hein, c'est simplement rappeler l'intégration de l'ensemble des informations qu'on a récupérées jusqu'à présent dans les axes 1, 2 et 3 pour les intégrer dans les documents d'urbanisme. Et ces documents d'urbanisme, ils peuvent s'appuyer sur les portails à connaissances qui sont fournis par l'État ou le TIM, hein, transmission des informations au maire, pour pouvoir établir ou mettre à jour le DICRIM et les différents documents d'urbanisme classiques que sont le SCOT, le PLU ou les cartes communales, dans lesquelles toutes les informations, si possible, sur base de cartographie et d'historique, doivent être intégrées pour être le mieux pris en compte possible. Là aussi, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, vous retrouverez
ces petites diapos qui synthétisent les différentes actions à mettre en œuvre. Là, je vous ai simplement aussi mis un petit panel des outils, des références qui existent, hein, dans la littérature, en bibliographie. C'est clairement pas exhaustif, mais c'était simplement pour vous montrer qu'il y a beaucoup de références qui existent et de guides à différents niveaux, hein, qui sont là soit pour mettre en œuvre le plan de prévention des risques, pour expliquer comment on réalise, on cartographie un aléa, pour expliquer comment on mène un diagnostic de stabilité de carrière, par exemple. Donc, tous ces guides, toutes ces références, elles sont disponibles gratuitement, hein, sur les sites respectifs du CERAMA, du BRGM ou de l'INERIS. Donc, il y a un certain nombre de guides qui ont bénéficié aussi de relecture ou d'apport du Bureau des carrières, hein, sur l'aspect cavité. Donc, tout ça, il ne faut pas hésiter. Il y a beaucoup d'éléments qui permettent de guider les collectivités, les maîtres d'ouvrage, dans la mise en œuvre de l'amélioration de la connaissance et les cartographies d'aléas. Il y a même des guides où vous retrouverez des exemples de cahiers des charges pour solliciter des études, que ce soit de travaux ou de cartographie de l'aléa. Donc, il y a un certain nombre de documents sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Le cinquième axe, il concerne la réduction de la vulnérabilité. Donc, il a été déjà un petit peu évoqué aussi tout à l'heure, hein. Réduire la vulnérabilité, c'est quoi? Ça veut dire atténuer les dommages causés par les mouvements de terrain. Et pour atténuer ces dommages, on peut soit jouer sur l'intensité des aléas, soit diminuer la vulnérabilité des enjeux. Les enjeux étant les constructions, les réseaux, l'ensemble des monuments, des sites historiques, quels qu'ils soient. Donc, la vulnérabilité des enjeux, elle concerne à la fois la vulnérabilité humaine, donc la vulnérabilité physique des biens, des infrastructures, la vulnérabilité sociale et la vulnérabilité cognitive aussi, qui est de plus en plus prise en compte. Et pour ça, on peut s'appuyer sur les différentes prescriptions et recommandations qui sont fournies par les PPR lorsque la commune est couverte par un PPR. Donc, il y a des recommandations assez claires parfois sur la gestion de l'eau, ou il y a des doctrines locales, comme c'est le cas sur le petit exemple à droite, sur des livrets de bonnes pratiques qui existent et qui donnent des informations et des conseils pour aménager un site à risque. Donc, pour jouer sur les aléas, on peut, là j'ai pris un exemple sur les risques rocheux, hein, on peut mettre en place des parades. On a vu tout à l'heure des parades pour la gestion des problématiques de cavité, avec des comblements, des renforcements, des confortements. Ici, sur le cas des risques rocheux, on peut jouer soit sur la falaise en elle-même pour essayer de limiter le volume de matériaux qui va s'échapper de la falaise. Donc, on va parler de parades actives. Là, on enfonce des tirants, par exemple, pour éviter que la masse se décroche. Soit on passe à des parades passives. Par exemple, on considère que c'est trop compliqué, trop cher ou pas pertinent de sécuriser la falaise. Et on va laisser le bloc se détacher. Par contre, on va créer des parades passives sous la forme de merlons, par exemple, comme c'est représenté ici, qui vont empêcher ou limiter en tout cas la propagation des blocs lorsqu'ils se décrochent. Tout ça, ça dépend des coûts, des types de processus, des volumes impliqués, etc. Donc ça s'étudie, ça s'adapte en fonction, encore une fois, des processus en jeu et des enjeux qui sont situés, qui sont exposés. On peut jouer sur les aléas, mais on peut jouer un petit peu aussi sur la vulnérabilité des enjeux, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et pour le cas des cavités naturelles, pour citer cet exemple du petit livret pédagogique qui avait été rédigé à une époque par le CEREMA, qui peut être proposé des différentes actions, soit de mesures de gestion des eaux, soit de mesures constructives au niveau du bâti ou constructives au niveau du massif calcaire, pour gérer et renforcer les sols ou renforcer le bâti, et puis des mesures de prévention générale et d'information préventive. Juste un petit exemple à droite sur la gestion des eaux en contexte karstique, par exemple. Il peut être proposé sur les eaux pluviales, où il y a des volumes relativement importants parfois, de réaliser des bassins tampons et d'infiltrer directement dans le massif calcaire lorsque c'est possible et qu'il y a une zone d'infiltration, une perte, où on peut envoyer l'eau directement en profondeur, soit s'il n'y a pas d'accès au réseau karstique en profondeur et qu'on est directement en couverture, essayer d'éviter des infiltrations d'eau trop localisées et de proposer des bassins tampons et des infiltrations très diffuses par le biais de tranchées qui vont diffuser au maximum l'infiltration et éviter de créer un phénomène moteur de l'eau qui pourrait déstabiliser
la couverture et créer des processus de soutirage ou de débourrage, comme on l'a aperçu tout à l'heure. Donc évidemment, ce sont que des petits exemples que je vous montre à droite et à gauche, hein. Dans le temps imparti, c'était compliqué de balayer l'ensemble des mouvements de terrain, comme je l'ai dit, hein, où les actions sont spécifiques, mais simplement vous dire que des actions et des réflexions et des solutions existent pour chacun des typologies de phénomènes. Alors, j'avais prévu un petit zoom sur le phénomène de retrait-gonflement, mais il a été déjà pas mal évoqué. J'avais pas beaucoup de choses en plus à dire. Simplement, rappeler que c'était, voilà, un phénomène qui prenait de l'ampleur. On voyait qu'entre 2017 et 2021, on était passé de 4 à 10 millions de maisons, exposées, notamment, en Gironde, et qu'on avait près de la moitié du territoire qui était exposé. Donc ça a déjà été, évoqué. Je vous ai mis aussi une petite référence là sur un dossier thématique vraiment spécifique au sujet, sur notamment des actions du CERAMA qui proposent des solutions. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail aujourd'hui là, mais effectivement des solutions qui permettent de gérer un peu les teneurs en eau des sols au niveau des bâtis et d'éviter les phénomènes, ou de réduire en tout cas l'intensité des phénomènes, et de préserver le bâti, de réduire la vulnérabilité. Si ça vous intéresse, il y a pas mal de choses intéressantes que vous pourrez trouver sur ce lien. Voilà, je vais passer très vite aussi, hein. Vous retrouverez quelques références sur des plaquettes pour savoir comment construire en terrain argileux. Il y a des thématiques du gouvernement assez récentes qui ont été utilisées aussi. Et simplement préciser quand même qu'il y a une indemnisation possible, hein, si le bien est assuré et qu'il y a un arrêté qui est pris, un arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, et que les désordres évidemment sont en lien avec ce phénomène-là. L'indemnisation est possible. Un autre petit zoom là où je vais peut-être m'arrêter une petite minute, qui concerne le Paprika. Le Paprika, c'est un programme d'action pour la prévention des risques liés aux cavités. C'est un nouvel outil, hein, qui n'est pas très vieux, qui date de 2019-2020, qui s'inspire très fortement des PAPI, hein, pour ceux qui traitent du sujet inondation. C'est la même structure. L'idée, c'est de proposer une démarche assez globale et assez proactive, en fait, pour engager une politique de prévention adaptée et proportionnée à l'échelle des territoires qui sont exposés au risque de cavité. Donc c'est un outil assez récent, il y a encore assez peu de retours d'expérience. Mais en tout cas, vous trouverez avec le petit lien là, un cahier des charges qui vous emmènera vers la façon dont on peut proposer un projet de programme d'action. L'idée, c'est vraiment d'identifier un territoire sensible, de trouver une structure porteuse qui sera une collectivité, qui pourra monter en compétences pour pouvoir proposer des actions à la fois de prévention, de gestion, de travaux sur la problématique des cavités, avec un accompagnement assez fort de l'État et des opérateurs publics, hein, que sont le CERAMA, le BRGM et l'INERIS, qui peuvent vous accompagner les collectivités sur ce sujet-là, avec un certain nombre de sources de financement qui sont derrière affichées aussi, et disponibles pour chacun des axes du programme d'action qui sera proposé. Donc ça se décline comme un papier, hein. C'est vrai une partie plutôt paprika d'intention pour améliorer la connaissance, et ensuite un paprika complet qui permet de mettre en œuvre ces actions, et d'avancer à la fois sur la connaissance et sur la gestion sur un territoire exposé. Et puis sur les 2 derniers axes, hein, rapidement, parler un peu de la préparation et de la gestion de crise, pour évoquer la problématique de l'organisation des secours et de l'anticipation de la crise, hein, pour dire que ces actions de gestion des secours et d'anticipation de crise, elles doivent se répartir entre les services de l'État et la collectivité, et que la collectivité, elle doit élaborer son plan communal ou intercommunal de sauvegarde. C'est notamment obligatoire lorsque la commune est couverte par un plan de prévention des risques. Et ce PCS, ou PICS, il va regrouper l'ensemble des documents de compétences communales qui contribuent à l'information préventive d'une part, et surtout à la protection de la population, en identifiant tous les différents acteurs qui doivent intervenir en cas de survenue d'un événement. Quels sont les acteurs qui interviennent, qui fait quoi, et recenser tous les contacts, toute la procédure qui permet de gagner du temps et d'être efficace si un événement survient. Donc ces PCS, ils existent souvent sur la problématique des inondations, mais sont parfois un peu négligés. On a parfois un peu de mal à intégrer la problématique des risques géologiques dans ces PCS-là.
Donc il y a actuellement aussi une réflexion en cours entre la DREA, le CERAMA, Bergem et puis les préfectures pour essayer d'avancer un peu sur ce sujet-là et de guider au mieux les collectivités pour prendre en compte la problématique des risques géologiques et notamment des cavités. Là, on pourra passer aussi, hein, ce sont simplement des petites diapositives qui synthétisent un peu ce que je viens de dire. Vous pourrez lire ça à tête reposée. Et puis, je crois que sur la dernière diapositive, j'avais prévu simplement de parler de la partie indemnisation, hein, donc du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, autrement appelé le fonds Barnier, qui permet d'indemniser les sinistrés lorsqu'il y a des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, de mouvements de terrain qui sont demandés par les communes. Donc là, je vous ai remis un petit dispositif, un petit schéma un peu complexe, hein. On peut regarder que la partie du haut. C'est simplement pour rappeler qu'un particulier, lorsqu'il est confronté à un mouvement de terrain chez lui, souvent il va contacter son assureur qui va lui demander d'avoir si possible, une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Et dans ces cas-là, le particulier se rapproche de sa mairie qui, elle, va faire une demande si elle estime que le mouvement de terrain le mérite, entre guillemets, va faire une demande auprès de la préfecture en remplissant un formulaire CERFA et puis une petite fiche de description du phénomène. Et la préfecture, dans ces cas-là, va solliciter le CERAMA. Pour la partie de la Gironde, c'est le CERAMA qui s'en occupe et qui est missionné pour aller réaliser un diagnostic du phénomène pour essayer d'identifier son intensité, ses causes notamment, et puis faire un petit descriptif, un petit rapport technique qui fera une dizaine de pages, qui est envoyé à la commission interministérielle à Paris, qui statue. Et si l'arrêté est pris, l'information redescend à la préfecture, puis à la mairie, qui elle-même en informe le particulier. Et dans ces cas-là, l'assureur, lui, déclenche l'indemnisation, parce qu'il va notamment recevoir une partie d'indemnisation de financement de la part du fonds Barnier. Donc ça, c'est quelque chose qui marche assez bien, qui se fait un peu au cas par cas, contrairement à la problématique des inondations ou de retrait-gonflement des argiles, où on a des reconnaissances qui sont prises plutôt sur des aspects référents à des aspects climatiques. Là, c'est vraiment au cas par cas avec des expertises de terrain menées par le CEREMA. Vous retrouverez dans le petit lien en haut à droite les différentes informations aussi relatives à ce protocole et cette procédure. J'en ai Merci, fini. Eric. Merci, je suis désolée de vous presser parce que Oui, on oui, essaye de tenir le timing.